Bonjour à tous et bienvenue à Prestige Télévision. Bonjour Sylvain. Bonjour Taina. Tu dois être le genre à aimer la bonne bouffe, la bonne musique, toi. Tout à fait. Ah, je t'ai bien cerné. Ça tombe bien aujourd'hui. On est installé au nouveau resto-bar chez Cécile et Ramon, qui fait partie du complexe de Prémont Harley-Davidson. Oh, en parlant d'Harley-Davidson, je crois que toi, tu es une passionnée de moto. Oui, j'en ai une Harley-Davidson qu'on avait achetée d'ailleurs en 2008 à Laurent Prémont, qui sera notre premier invité dans quelques minutes et qui va nous parler d'un concours bien spécial pour gagner, entre autres, un voyage à Vegas. Oh, reste à l'écoute. En décembre dernier, une nouvelle ambiance est née à Québec. Cécile et Ramon sur le boulevard Pierre-Bertrand. Bonjour, Laurent Prémont. Bonjour, madame. Vous êtes propriétaire de ce resto-bar. Oui. Ambiance, c'est ce qu'on peut voir, votre slogan. Décrivez-nous l'ambiance qu'on retrouve ici. Ben, je pense qu'à Québec, il y a énormément de très beaux et de très bons restaurants. Mais je pense qu'il manquait un restaurant ou il manquait un espace pour vraiment divertir les gens. Je veux dire, les gens en haut de 50 ans, je pourrais dire. Et même en bas de 50 ans, parce que les gens qui viennent ici, je pense qu'ils sont de tous âges. Je veux dire, on a une clientèle de 18 à 90 ans. Avec de la bonne nourriture, vous êtes spécialisé entre autres dans les grillades, une belle carte des vins. Vous offrez aussi les déjeuners. Oui, on offre les déjeuners et notre menu, on essaie d'avoir un menu inusité qui est pas copié de personne. Au fil des années, on voyage puis on découvre toutes sortes de choses dans différents pays. Je voulais amener vraiment un menu qui était différent de ce que les autres font. Je voulais pas copier absolument rien de personne. Tous les midis, moi, je suis ici puis je mets de la musique en mangeant et j'utilise que des vinyles. Faut dire que vous êtes né dans la musique aussi, vos parents. Oui. C'est justement l'histoire de ce restaurant. Cécile et Ramon, ce sont les noms de vos parents. J'avais le nom en tête de Cécile et Ramon. Ramon, mon père s'appelait Raymond, mais à l'époque, il y avait les Ramones qui étaient très populaires. Puis mes chums, pour me taquiner, ils appelaient mon père Ramones. Et je trouvais que c'était un nom qui se véhiculait, qui était un petit peu complexe, mais qui suscitait une curiosité. Alors, j'ai finalement décidé, avec la vocation du restaurant, avec finalement de la façon qu'ils se sont connus, par l'amour de la musique, de donner le nom Cécile et Ramon au restaurant. Ici, c'est ouvert du jeudi au samedi, entre autres, jusqu'à 3 h du matin, les autres soirs jusqu'à 1 h du matin. On peut danser, on peut entendre des groupes, de la musique. Définitivement. Le jour, souvent, on a des thématiques. Quelquefois, on peut faire un dîner jazz. Le mardi, souvent, on fait des dîners Beatles. Un jeudi, on peut varier blues, rock, je dis Paul Butterfield Blues Band, plein de noms, plein de musique que les gens ont déjà entendu, mais ne se souvenaient plus qu'il existait. Et on fait vraiment revivre la musique dans la tête des gens. Puis ici, on peut retrouver une dizaine d'artefacts, des guitares signées par John Lennon, Bob Dylan, même un pyjama porté par Elton John. Oui, il y en a plus qu'une dizaine en fait. Il y en a un peu partout, puis je les ai jamais comptés, mais on a un nombre inusité d'articles signés par Michael Jackson, par les Jackson 5 au complet. On parle de George Harrison et Bob Dylan qui ont signé une guitare. On parle de... C'est en quelque sorte un musée, pas seulement un resto-bar. C'est une sorte de musée, c'est un peu une forme de hard rock café différent qui est à notre propre style des Québécois. Vous avez un beau concours qui est en cours présentement? Oui, on sait tous que ça fait 50 ans que le Beatlemania a eu lieu. Et on a pensé, étant donné que le thème du restaurant, on a pensé faire un concours pour le Beatlemania. On appelle ça « Avez-vous vu Bungalow Bill ?» C'est un concours que les gens vont pouvoir participer avec la présence ici. Avec chaque édition, on va remettre un signet qui va donner les instructions finalement pour participer au concours. Et dans le concours, on va remettre un album signé par Ringo Starr et Paul McCartney. Il y est encadré. Comme deuxième prix, on donne une soirée à Montréal où il y a eu le bed-in avec John Lennon et Yoko Ono. La même chose que John Lennon avait fait dans la même suite et tout et tout. Ils vont vraiment vivre l'expérience. Donc, ils peuvent se renseigner sur votre site Internet, venir manger ici, chez Cécile et Ramon, pour participer au concours. Alors, merci beaucoup. Bonne continuité. Merci beaucoup. Une belle saison estivale avec tous les motocyclistes qui s'en viennent aussi. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mercedes-Benz
de Québec. On dit que Suzuki, les conduire, c'est les choisir. Passez-moi les clés. La Kizashi, Test du sac de golf. Réussi. Ouais, ça a de la grippe dans les virages. J'adore la conduite. Une traction intégrale intelligente. Créez le contact avec le système d'infodivertissement. Super vente printanière, jusqu'à 5 000 $ de rabais sur la Suzuki Kizashi 2013. Suzuki, les conduire, c'est les choisir. C'est à votre tour. On est installé confortablement à l'un des comptoirs du resto-bar Cécile et Ramon, situé sur le boulevard Pierre-Bertrand. Tout à fait. Et Denis, ça vous dit quelque chose, ce Oui, nom-là? Pierre Bertrand. Qui était Pierre Bertrand? Pierre Bertrand, c'est un lieu. On est ici, on est à un endroit qui s'est pas toujours appelé le boulevard Pierre Bertrand. Ce lieu-ci, cet environnement-ci, s'est tranquillement développé après 3 catastrophes. 3 catastrophes à Québec. 1, la garnison anglaise s'en va en 1871. 2, le Parlement fédéral qui était à Québec s'en va à Ottawa en 1867. Et 3, les bateaux ne se construisent plus en bois. Or, la grande industrie de Québec, c'est la construction navale au 19e siècle. Il nous reste plus grand-chose. Plus rien. Donc, on s'est recyclé dans le cuir, dans le textile et dans le cuir surtout. Le cuir, c'est des tanneries. Il faut tanner le cuir. On a besoin d'eau. Donc, tout le long de la rivière Saint-Charles et de son affluent, la rivière Lairet, la ville de Québec va s'étendre tranquillement vers l'ouest et va arriver jusqu'ici avec la création de 2 paroisses. Notre-Dame de Stadaconom, paroisse ouvrière, pauvre, et que les gens de Limoilou regardaient un peu de haut, et Saint-Gérard-Magella, qui va devenir un peu la base d'une nouvelle ville, Québec-Ouest, qui va devenir, après la mort du gouverneur général Vanier, la ville de Vanier, qui elle-même va être absorbée dans la ville de Québec. Mais les gens d'ici se disent encore des gens de Vanier, et ils sont sur le boulevard Pierre-Bertrand. Pierre Bertrand, qui était un député. Exact. Pierre Bertrand, qui était un ouvrier qui a réussi, un entrepreneur, c'est-à-dire un petit bonhomme de Québec qui est né dans Saint-Sauveur. Pas d'éducation, il va faire un apprentissage auprès du patron Saint-Vincent-de-Paul. À l'époque, au début du 20e siècle, il n'y a pas d'école technique. Donc, tu vas au patron puis tu apprends ton métier. Lui, il a appris à travailler le cuir, un peu normal, les tanneries, le cuir. Il va se partir d'une entreprise, une petite entreprise. Il va devenir un cordonnier prospère, un vendeur de chaussures. Et en 1914, au moment où va déclencher la Première Guerre mondiale, donc dans un siècle l'an prochain, il va devenir échevin, conseiller municipal de Saint-Sauveur, et il va le demeurer sans interruption jusqu'en 1948. Ce qui fait que lorsque on va revoir un peu le Dodini, puis on va remplacer le nom de la rue ici, qui s'appelait la 14e avenue, c'est un peu plate parce que c'était entre la 12 puis entre la 12, la 13, la 15, on va lui donner le nom de Pierre Bertrand, que tout le monde appelle Pitt Bertrand. C'est Pitt Bertrand. C'est Pitt Bertrand, qui est ici, le boulevard Pierre Bertrand. Ce qui est intéressant, lui, il est député de l'Union nationale, et le boulevard Pierre Bertrand, va se joindre au boulevard Wilfrid Hamel. Wilfrid Hamel était son concurrent, qui était le député libéral pour la circonscription de Québec. Donc, on voulait honorer les Bleus et les Rouges dans le boulevard Pierre Bertrand. C'est fait et leur nom demeure encore dans notre quotidien. Tout à fait. La fontaine de Tourny, mon cher, ça vous dit quelque chose? Ben oui. On l'a installé, ce magnifique cadeau qui est venu à Québec. Mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Plein de choses que vous allez découvrir. Un beau reportage qu'on vous a préparé au Cercle de la Garnison un peu plus tôt ce mois-ci. Comment peut-il y avoir un lien entre le vin et la fontaine de Tourny? Pour le savoir, on est allé à la rencontre de M. Patrice Ricard au Cercle de la Garnison le 6 mai dernier. Que nous vaut l'honneur de votre visite aujourd'hui? Mais je suis venu parler un petit peu des vins que je commercialise et que je produis en partie, et de l'histoire qui les lie avec la ville de Québec et la fontaine. Un de mes associés, qui est propriétaire du château de la Rivière à Fronsac, a eu le plaisir de découvrir en 2003, après qu'il ait eu racheté le château, que historiquement, dans la cour du château, il y avait une fontaine, et que cette fontaine avait disparu, avait été vendue. Donc il s'est posé la question d'en retracer l'histoire passée, et cette fontaine était tout simplement la fontaine qui se trouvait sur les allées de Tourny à Bordeaux, une des 2 fontaines jumelles.
Et cette fontaine avait été vendue par un de ses prédécesseurs à un antiquaire parisien. Donc il a fait le chemin inverse, il est allé voir l'antiquaire parisien, qui lui a dit effectivement, j'ai eu cette fontaine, mais cette fontaine je l'ai plus, je l'ai vendue. Je l'ai vendue à un dénommé Peter Simons, québécois, et la fontaine, elle est partie à Québec. Et donc finalement on se rend compte que c'est un grand honneur d'avoir été dans un des maillons de l'histoire de la fontaine. Décrivez-nous l'histoire de votre conjoint, M. Peter Simons. Il voulait rénover le magasin, il cherchait des nouvelles boiseries et il est tombé sur la fontaine de Tourny. Oui, en fait, la famille Simons a donné la mission à quelqu'un à Paris de trouver des boiseries et évidemment, il y a beaucoup d'antiquaires qui démontent des châteaux, etc. Et c'est un puits inépuisable. Et quand finalement il est allé visiter le lieu pour inspecter les boiseries, il est tombé sur un autre objet qui est aujourd'hui dans le magasin et la fontaine qui était vraiment orphelin dans cet hangar et en piteux état. Et je pense qu'il est tombé en amour, il le dit toujours instantanément. Elle était en piteux état, je pense qu'elle était si touchante. Les personnages, ils attendaient quelqu'un qui les sauve, vous voyez? Je le vois vraiment comme ça. Voitures, calèches et piétons la contournent jour et nuit. De toute évidence, la fontaine de Tourny, depuis plus de 5 ans, attire les regards et n'a pas fini de le faire, puisqu'on la qualifie maintenant comme lieu de rendez-vous incontournable à Québec. À l'aube des élections municipales ici à Québec, il a rédigé pour le magazine Prestige des portraits des maires de notre ville. Donald Charette est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Donald, suite à vos recherches et à toutes les écritures que vous avez faites, qu'est-ce que vous retenez de nos maires ici à Québec? On a toujours eu à Québec des maires assez forts, des gens qui ont des personnalités bien campées. On parle de Gilles Lamontagne, de Jean Pelletier, de Jean-Paul Lallier, de Madame Boucher. Alors, c'est des gens qui avaient du panache et je pense que les gens de Québec aiment un maire qui a du panache. Et les gens de Québec aiment les maires qui ont du panache, mais ils aiment également les maires qui ont du caractère et qui ont de leur entrée également du côté politique, parce que c'est des gens qui étaient bien ancrés dans le milieu politique à Québec. Ouais, tous ces gens-là avaient leur entrée facilement à Québec, à Ottawa. On pense entre autres à Jean Pelletier, qui était chef de cabinet de Jean Chrétien par la suite, de Jean-Paul Lallier, qui était ministre des Communications sous le gouvernement libéral. Alors, c'est des gens qui avaient... Madame Boucher était extrêmement connue à grandeur du Québec. Alors, c'est des gens qui étaient extrêmement solides. Là. Madame la mairesse. Madame la mairesse n'a pas été là très longtemps, elle était là pendant 20 mois, mais elle a fait un passage très important entre l'ancienne ville, parce qu'elle a combattu la nouvelle ville de Québec, et elle s'est ralliée en devenant mairesse de Québec. Et je pense que ça a facilité beaucoup l'émergence de la nouvelle ville. Là. Et elle a pavé le chemin également pour le maire actuel de Québec. Oui, tout à fait, parce qu'on a oublié un peu que la mairesse Boucher avait commencé déjà à l'époque à mettre en question les conditions de travail des employés de la ville de Québec. Elle contestait beaucoup, par exemple, les conditions de travail des pompiers, des policiers. Alors, elle avait déjà entrepris ce travail-là qu'on retrouve maintenant chez Régis Labaume. Si on fait la relation entre Québec et Montréal, si on parle des maires, qu'est-ce qu'on peut découvrir à ce niveau-là? Ben, écoutez, si on fait le parallèle des 30-40 dernières années, je pense qu'on peut dire que Québec a toujours eu des maires très forts, alors qu'à Montréal, il faut remonter à Jean Drapeau, je pense, avoir un maire aussi solide que ceux de Québec. Et à Montréal, on a eu entre-temps Jean Doré, par exemple, Pierre Bourque, qu'on baptisait Géranium Ier, et il y a eu évidemment Gérald Tremblay, qu'on a évidemment redécouvert devant la commission Charbonneau. Alors je pense que Québec a eu le dessus sur Montréal en termes de solidité de maire. Merci beaucoup, Donald. Toujours très intéressant. Et on vous lit également dans le magazine Prestige. Et le mois passé, Donald, nous parlions de tourisme. Eh bien, ce mois-ci, à la une de Prestige, eh bien, nous nous rendons à l'aéroport international Jean-Lesage, où j'ai rencontré le président, M. Gaétan Gagné. M. Gagné, on a l'impression que l'aéroport international Jean-Lesage vient de se refaire une beauté. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'après seulement 5 ans, il faut ouvrir les livres? Et puis, quelle est la recette de votre succès? L'aéroport de Québec était sous-utilisé en tant que tel. Et les aménagements qu'on y a faits en 2008 ont démontré qu'il y avait un marché hors de tout doute assez grand et beaucoup plus grand qu'on le croyait à l'époque. Et maintenant, il faut passer aux phases de développement suivantes pour être capable de répondre à la demande, parce que l'aéroport de Québec, c'est un moteur économique très important pour la région. Dernièrement, le Conference Board a sorti une étude qui fait en sorte que ça vous a donné un peu raison de dire qu'il faut penser dans le futur. Le Conference Board a fait une étude qui a démontré qu'il y avait 425 millions de retombées économiques à partir de l'aéroport de Québec. Et de ces 425 millions-là, 163 millions étaient des retombées annuelles dans la ville ici même. Également, on s'est rendu compte qu'il y avait 4450 emplois environ qui dépendaient de l'aéroport de Québec. Important. Au Canada. Très important.
Et par exemple, sur le site de l'aéroport, il y a 2400 emplois, 2500 emplois annuels. On parle d'amélioration aéroportuaire. Parlez-nous des améliorations que vous allez entreprendre ici. Je crois que ça va se faire par phase, n'est-ce pas? Oui, il va y avoir beaucoup de phases. Ce qu'on estime à l'heure actuelle, c'est qu'il y aura environ 50 millions de travaux par année, une année portant l'autre pour au moins les 10 prochaines années. On a annoncé une phase importante de 225 millions de dollars qui va débuter bientôt. Et pour être capable de réaliser ces phases-là, bien, nous avons commencé avec le stationnement étagé pour pouvoir être capable d'accueillir plus de voyageurs à Québec. Et également, il y a différents travaux qui s'opèrent sur le site pour être capable de prendre l'empreinte du nouveau terminal qu'on va débuter l'an prochain, qui, lui, va être un terminal qui va doubler la superficie de l'aérogare actuelle, ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de transiter plus de gens et on se prépare encore une fois à être capable de doubler le trafic d'ici 2025-2028. Et notre vision, c'est au moins 2 millions de passagers en 2020. Vous parliez de sondage auprès de vos passagers. Je pense que c'est important également de connaître le pouls de la population de votre ville. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait à tout à fait raison. On a fait un sondage en janvier dernier suite à une idée du service de communication pour voir comment la population appréciait les services à l'aéroport. Et 92 % des gens trouvent que c'est important l'aéroport de Québec et appuient à la hauteur de 93 % tous les projets que nous faisons. Alors, l'ensemble de la population est avec nous, là, dans l'ordre de 93 à 94 % indépendamment de la question. Alors, c'est un beau vote de confiance. Oui, c'est un support vraiment important pour nous. Ça nous dit qu'on est toujours dans la bonne direction. Et encore là, ça prouve que la stratégie du passager avant tout a fait ses preuves. À mes côtés, un athlète qu'on affectionne particulièrement dans la région, un conférencier et même quelqu'un qui se dit un entrepreneur de la hauteur. Bonjour François-Guy. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Pourquoi un entrepreneur de la hauteur? Bien, c'est parce que depuis que je suis jeune, que je grimpe des montagnes, que j'ai parti d'une entreprise qui est le Rock Gym, qui est une école d'escalade à Québec, près du Colisée. Qui fête ses 20 ans cette année. Exactement. Donc, c'est pour ça, parce qu'avec tous les défis que j'aime relever, bien, ça cadre bien dans ce domaine-là. Pour les 20 ans du Rock Gym, vous proposez des formations, des activités spéciales. Dites-nous votre programmation. Bien, en fait, on a les abonnements qui sont réguliers. Il y a des fêtes d'enfants, il y a des groupes scolaires, il y a des activités d'entreprise, il y a du team building intérieur, il y a du team building à l'extérieur. Ça, c'est pour motiver les groupes d'entreprise avec des activités stimulantes. Il y a aussi les conférences qu'on peut faire dans différentes salles. Et en 2011, vous avez sorti un livre qui comporte sur vos voyages, justement? Oui, c'est un récit d'aventure là où avec beaucoup de respect et d'humilité, des voyages sur les plus hautes montagnes du monde, puis le pôle sud, le pôle nord, avec des citations de motivation personnelle, avec beaucoup d'images. À l'intérieur, on peut retrouver 200 photos. C'est un livre qui est rendu best-seller. Il y a plus de 4000 copies de vendues au Québec, puis rien de moins. Il y en a 1000 de vendus en Europe aussi, fait que ça va bien pour la vente du livre. François-Guy, dites-moi d'où vient cette passion? Bien, écoutez, c'est sûr que ça vient de ma tendre enfance. J'adore le sport, la santé, mais c'est quand je donne des conférences où je vois des jeunes qui viennent au Rock Gym grimper puis qui réussissent à monter jusqu'en haut, ou dans des conférences, les gens, je les sens vraiment en train de réaliser qu'ils ont des rêves à réaliser eux-mêmes. C'est ça qui me motive le plus, c'est l'énergie qui se dégage dans tout ça. Donc, c'est un partage de motivation, c'est un partage de passion. De connaissances. Oui, je pense que c'est le gros de cette passion-là, c'est le partage. Quand vous sortez de vos conférences, qu'est-ce que vous pensez que vous avez laissé aux gens? Les gens reçoivent un message, puis il y en a beaucoup qui vont être interpellés par ça parce que je vais chercher les gens dans leurs propres défis, leurs propres rêves. C'est pas moi qui raconte une histoire, on monte une montagne puis on va aller à tel camp.
c'est à chacun son Everest. On a tous une montagne à vivre, on a tous des difficultés à surmonter dans notre quotidien, dans notre vie familiale, puis dans nos entreprises. Il faut travailler en équipe, il faut atteindre des buts, mais pour ça, il faut faire des efforts, puis ça prend du courage, puis de la volonté, puis je pense que c'est un mélange de tout ça que j'enseigne dans mes conférences, puis les gens repartent avec des outils. Fait que c'est ça qui est le plus important. En terminant, vous êtes porte-parole aussi de plusieurs événements dans la région, à l'extérieur aussi. Festival Québec en santé, c'est un nouveau festival qui vient de naître au Québec pour aider les jeunes, Motivation Jeunesse. J'ai moi-même aussi ma fondation, je fais des activités pour aider les jeunes en difficulté avec l'escalade. C'est un beau parallèle qu'on peut faire dans la vie, d'aider les autres par la montagne. Pour moi, c'est ça ma mission. C'est beau à voir. Vous êtes un passionné de la vie. Merci. Un autre passionné, Ricardo Troggi, un passionné du cinéma, et va être allé à sa rencontre pour le film 1987 qui était tourné un peu plus tôt ce mois-ci à Québec. Ricardo Troggi s'est fait connaître en tant que réalisateur et co-auteur des films Québec-Montréal et Horloge biologique. En 2009, il signait le film 1981, racontant un passage de son enfance à Québec. Aujourd'hui, il en prépare la suite, intitulée 1987, qui raconte cette fois l'été tumultueux de ses 17 ans. Nous l'avons rencontré lors du tournage en ville qui a eu lieu à la mi-mai, devant le restaurant Parmesan, où seront filmées d'ailleurs quelques scènes. Ricardo, vous êtes originaire de la ville de Québec. Qu'est-ce que ça vous fait de venir tourner dans les lieux de votre adolescence? Bien, ça me fait du bien parce que c'est effectivement c'est ici que ça s'est passé. Donc, j'ai un peu insisté avec la compagnie de production pour qu'au moins certaines scènes clés se passent effectivement dans la ville de Québec. Quand c'est le cas des scènes qui se passent dans une maison ou quoi que ce soit, ça me dérange pas d'être à Montréal parce que, bon, ça revient au même, là, grosso modo. Mais il y a quand même quelques scènes qui peuvent pas être tournées ailleurs qu'à Québec. Quels autres lieux de la ville de Québec vont être mis de valeur dans votre film? Il y a eu le Dagobert avant-hier, sérieusement d'ailleurs. On a fait venir beaucoup de figurants puis tout. Ensuite, je vais aller en Basse-Ville aussi. Il y a un belvédère qui donne une vue sur Québec. Je voudrais faire quelque chose là. Et il y a les rues aussi du vieux Québec où jadis, j'ai fait le con en voiture et j'ai besoin de filmer ça aussi, donc voilà. Les tournages sont très rares à Québec, vous le disiez tantôt d'ailleurs, entre autres pour une raison de budget. Est-ce que ça a été difficile pour vous de prendre la décision de ne pas tourner le film en entier ici? Tous les films que j'ai faits se passent à Québec habituellement, donc j'aurais volontiers je les aurais tous tournés ici. Mais bon, dès que c'est pas nécessaire d'être à Québec, on m'amène à Montréal parce que bon, c'est ça, tous les techniciens pratiquement au Québec habitent Montréal, donc ça devient un peu complexe d'amener tout le monde ici, là. Et vous habitez aussi maintenant à Montréal, mais on m'a dit, je crois que vous aviez peut-être un appartement dans le quartier Limoilou. Est-ce que c'est toujours le cas? J'ai un petit appartement à Limoilou où je viens régulièrement. C'est comme mon chalet, je pense. Mais j'adore ce quartier-là. C'est... je sais pas à quoi le comparer. C'est pas comme un plateau Mont-Royal. C'est moins dense, il y a moins de monde, c'est plus tranquille. Je sais pas, j'adore ça. C'est pas le Limoilou que j'ai connu quand j'étais jeune, où un habitant sur deux était tatoué. Ça allait moins bien. Mais maintenant, ça va très bien, Limoilou, je pense. Puis c'est un endroit où j'encourage à l'habiter là. Le film 1987 prendra l'affiche en 2014. D'ici là, l'équipe se déplace à Montréal où aura lieu la suite du tournage lors des prochaines semaines. À ne pas manquer ce mois-ci à Québec, le cocktail bénéfice vin et escarpins organisé au profit de la Fondation du CHU de Québec. L'activité aura lieu le 11 juin prochain au salon La Vitrine à Expo-Cité sous la présidence d'honneur de la comédienne Catherine Lemay-Proulx. Les hommes et les femmes touchés par la cause des soins palliatifs pédiatriques sont les bienvenus. Aussi, le 15 juin prochain aura lieu au Parc de la Chute-Montmorency la 3e édition du Kilimanjaro à Québec au profit de la Fondation des hôpitaux Enfants Jésus Saint-Sacrement pour la recherche en sciences neurologiques. Encore une fois cette année, le porte-parole de l'activité sera Danny Gagnon, animateur vedette à Énergie. Après Mirabel, quartier 1030 Montréal et Toronto, Jardin de Ville s'installe à Québec. Eva est allée à l'ouverture officielle qui a eu lieu le 22 mai dernier. Le commerce s'est installé au 4500 boulevard des Gradins à Québec. Enfin, ça sent l'été. Alors, Madame Bourque, on se trouve présentement dans votre toute nouvelle salle de montre à Québec. C'est magnifique, il faut le dire, ça laisse personne indifférent. Parlez-moi de comment vous travaillez votre mise en marché afin de faire vivre une expérience exceptionnelle là, à vos clients. En fait, on veut faire rêver, hein, c'est notre mission première. On veut que les gens puissent s'identifier à différents décors et puis on met beaucoup d'importance sur l'harmonie des couleurs. Quand on entre dans le magasin, il n'y a rien de choquant, il faut que toujours ce soit doux. Et c'est la même chose pour les gens quand ils sont dans leur décor. Qu'est-ce qui les rend heureux? C'est quand ils regardent puis c'est beau, puis c'est doux et c'est harmonieux. Alors on essaie de reproduire ça dans nos magasins. Je trouve que les gens de Québec, c'est des gens qui sont très raffinés.
Alors, puis je pense qu'on peut répondre à leurs besoins. Tu sais, on a un marché qui est complètement différent. Et nous, on a ça, étant une Québécoise pure laine. Hein? Quand on fait nos achats, on a cette âme-là aussi. Et puis ça répond, je pense, aux besoins de notre marché québécois. Quel est le secret? Qu'est-ce qu'il faut penser quand on veut aménager un espace extérieur? Il y a tellement de choses à penser, mais dans les points principaux, il faut vraiment définir notre style de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que moi, en fait, c'est pas des meubles que je vais vendre. Je vais vendre des soirées en famille ou des soirées avec mon amoureux, ou ça peut être... Tu sais, les gens ont tous un style de vie différent. Quand on comprend nos besoins, après, c'est facile. Après, c'est surtout l'harmonie, les couleurs. Parce que moi, je pense que un beau décor, c'est quand il n'y a rien de choquant. C'est quand tout fond, et c'est fait pour nous. Alors, nous, on a des bons conseillers qui sont préparés, qui sont formés pour ça, afin de répondre vraiment aux besoins des clients, pour qu'ils soient contents. Alors, l'ensemble de la salle de montre ici est magnifique, mais chaque produit en soi est superbe. Vous êtes certaine qu'on peut mettre ça à l'extérieur? À 100%. D'ailleurs, on met beaucoup de soin à choisir justement des matières qui vont bien résister. Tout est lavable. Nos intérieurs sont faits avec des enveloppes en nylon qui permet que ça devient imperméable et sont lavables. Alors, c'est que des choses qui vont résister. On choisit des matières qui ne rouillent pas, qui résistent aux intempéries. Alors, on prend un soin particulier à choisir des choses qui vont être durables et qui vont rester belles longtemps. Donc, on n'a pas besoin de courir pour rentrer les meubles lorsqu'il annonce la pluie. On le fait tellement d'années, mais maintenant, on n'a plus besoin de faire ça. Et puis, tant mieux, parce que les gens peuvent vraiment mieux profiter de l'été et de leurs meubles et de tout ça sans penser un casse-tête, qu'est-ce que je vais faire avec mes coussins. Quelque chose de particulier qu'il faut mentionner, c'est que vous faites certains produits ici même à Québec. Nous, on est manufacturier, effectivement, des abris jardins. Alors, et on est fabricant également de tout ce qui est coussins. Alors, c'est pour ça qu'on peut fabriquer des coussins qui peuvent, qui sont lavables et on n'a pas besoin de rentrer. C'était un bon cheminement avant d'arriver à ça, mais maintenant, on a la bonne formule et on fait tout ce qui est tissu, tout ce qui est avec la manufacture. Ça a commencé parce qu'on voulait vraiment répondre à un besoin, parce que ce que les compagnies offraient, on n'était pas capable de trouver quelque chose qu'on aimait. On s'est dit, alors, il faut le faire. Vous avez aussi une belle gamme d'accessoires. Parlez-moi-en un peu. En fait, les accessoires, c'est surtout l'accent, justement. Quand on a notre mobilier, on a simplement besoin d'ajouter des petites notes de couleur qui vont faire toute la différence. Alors, ça peut être un coussin, une petite jetée, un petit foyer, des petites choses, mais les bases, elles doivent être restées quand même assez neutres et harmonieuses avec l'extérieur des maisons, les jardins. Moi, je vous dis que quand quelqu'un me dit « je mets du rouge », je dis « assurez-vous que vos fleurs sont rouges » parce que c'est des détails, mais c'est tout un ensemble qui fait la différence. Finalement, ce que je conclus, c'est que les gens viennent ici chez Jardin de Ville pour faire un achat, mais ils s'en sortent avec un très bon investissement. On l'espère, parce qu'on travaille fort pour ça, mais je peux vous dire que beaucoup de gens, quand on est rendu à la 3e-4e génération qui viennent chez Jardin de Ville, c'est une bonne réponse dans ce sens-là, parce que ça veut dire que ça dure. Je vous remercie beaucoup, Mme Bourque, et je fait vous souhaite plaisir. un bel été. Merci beaucoup. Il fallait vraiment tourner dans un restaurant pour que je me permette de manger en plein milieu du boulot. C'était bon? C'était très bon. D'ailleurs, je vous invite à venir vous régaler en famille ici chez Cécile Ramon. Oui, car depuis peu, les mineurs sont les bienvenus ici. Oui, venez profiter du décor. Plus de 3 millions de dollars qui ont été investis dans ce magnifique resto-bar. On vous invite également à profiter de la terrasse à l'aube de la saison estivale. C'est une belle expérience à vivre. Bonne été. Merci à vous.